Bonjour à tous et bienvenue sur le JT du Coin, l'émission qui récapitule les actus crypto récentes et qui est sponsorisée cette fois-ci par Kraken. Et on va commencer avec les dernières évolutions du processus de restitution des Ethers perdus lors du piratage de KelpDAO. Du côté d'AV, les choses avancent. Après la collecte des fonds nécessaires pour tout rembourser et la liquidation des positions AV du pirate, ils sont prêts à passer à la troisième phase qui est celle du rachat, de la rédemption et de la destruction des RSETH récupérés. C'est donc une excellente nouvelle pour toutes les victimes de ce piratage. Mais, car évidemment il y a un mais, les victimes de ce piratage ont récemment subi une autre forme de piratage, celui de la soi-disant justice. Le 1er mai, différents plaignants ayant des procédures judiciaires en cours à l'encontre de la Corée du Nord ont décidé que tout ce qui passait entre les mains de la Corée du Nord devait leur revenir. Ils ont donc obtenu du tribunal du district de New York un ordre de geler les 71 millions de dollars qui avaient été volés lors du piratage et immobilisés grâce à la réaction rapide de la communauté Arbitrum. Car, d'après les plaignants, la Corée du Nord a obtenu la propriété, et pas seulement la possession, des actifs empruntés. Dans leur logique, comme le pirate a échangé des actifs qui ont été volés avec d'autres actifs qui n'ont pas été volés, alors les actifs qui n'ont pas été volés appartiennent uniquement au pirate et on ne peut pas remettre ça en cause. Comme l'expliquent les avocats d'AV, ça revient à dire que si un voleur rentre dans une bijouterie pour voler les diamants, il devient instantanément propriétaire réel des diamants et tout éventuel créancier peut agir contre le voleur débiteur pour saisir le diamant au détriment de la bijouterie. Ça n'a absolument aucun sens et ça remet en cause les principes les plus fondamentaux de la propriété privée, qui est un tout petit peu importante aux États-Unis. À cause de ça, les avocats d'AV ont été obligés d'écrire ce document qui explique au tribunal que quand un vol est commis, la victime reste propriétaire de l'objet volé. Même si, à mon avis, leur analogie est légèrement bancale. Dans le cas présent, ça ressemble plutôt à un cambrioleur qui vend un objet volé à un prêteur sur gage. Quoi qu'il en soit, c'est complètement lunaire que le juge ait accepté d'ordonner le gel des fonds. En réponse, les avocats d'AV ont donc dû demander soit la suspension immédiate de cette mesure et des auditions complémentaires, soit l'annulation directe du gel des fonds. Face à cette demande, le juge américain a répondu dès vendredi en prenant une mesure un petit peu plus nuancée. Il a modifié l'ordre d'immobilisation transmis précédemment à Arbitrum pour permettre un vote on-chain sur le transfert des actifs concernés vers un portefeuille contrôlé par AV. Mais en retour, il applique à AV l'obligation de respecter l'ordre d'immobilisation de ses actifs en attendant que la procédure judiciaire soit terminée. C'est donc vaguement plus rassurant, mais quand même un peu idiot, et on espère qu'AV obtiendra rapidement gain de cause. Ensuite, toujours aux États-Unis, les tribunaux sont également sollicités par d'autres parties de la cryptosphère. Mais de ce côté-là, aucun rapport avec la Corée du Nord. L'affaire en question découle du conflit entre le groupe WLFI, le projet de la famille Trump que vous connaissez certainement déjà, et Justin Sun, investisseur richissime et un peu mégalo devenu célèbre pour ses nombreux coups de pub complètement absurdes. L'année dernière, un conflit avait éclaté entre les deux. Justin Sun, qui avait investi une grosse somme dans WLFI, avait déplacé des jetons d'une valeur de 9 millions de dollars à l'époque vers des plateformes d'échange. D'après lui, il n'y avait aucune intention de vendre ces jetons, seulement de s'en servir pour tester les fonctionnalités de dépôt des plateformes d'échange concernées dont il est propriétaire. Bon, un peu bizarre de déplacer 9 millions de dollars et pas 9 dollars, mais j'imagine que ça a l'air d'une petite somme pour lui. Pas de bol, la réaction de WLFI a été à l'époque de mettre son adresse sur liste noire et de geler tout ce qui y restait d'une valeur de 240 millions de dollars au prix actuel. Suite à cela, Justin Sun les avait accusés de fraude, a porté plainte pour contester la suspension, et ce lundi, WLFI a annoncé porter plainte contre lui pour diffamation. D'après eux, son objectif est de faire s'écraser le prix du jeton, c'est un menteur, il conspire avec les médias pour salir WLFI, du Trump tout craché quoi. Et pendant ce temps, un peu plus loin, au Parlement américain, la tension monte entre Meta et le Sénat. L'entreprise de Mark Zuckerberg, qui avait essayé de lancer sa propre monnaie stable avec le projet Libra, a mis en place un système de paiement reposant sur Stripe et l'USDC pour payer les créateurs de contenu en Colombie et aux Philippines. Il peut ainsi contourner totalement le système bancaire classique et s'affranchir par la même occasion des obligations liées à ce système. C'est visiblement une faille du Genius Act, cette loi adoptée l'année dernière pour réglementer les monnaies stables, qui ne plaît pas du tout à Elizabeth Warren. Le Sénat a donc ordonné à Meta de répondre à une liste de questions préparée par sa commission bancaire avant le 20 mai. Donc en attendant que cette date arrive, faisons une petite pause avec le message de notre sponsor du jour qui est aussi américain. Kraken, plateforme d'échange fondée en 2011 et bien connue des fans de crypto de la première heure, a obtenu un statut PSAN agréé MiCA depuis quelques temps en Europe à travers sa filiale irlandaise. Ce qui lui permet aujourd'hui de nous offrir de plus en plus de services. En sus des centaines de paires crypto qui ont toujours été dispo, du trading sur marge, du staking, de l'investissement programmé et plein d'autres choses encore, Kraken vous propose aussi, depuis tout récemment, le trading des contrats à terme traditionnels CME, la fameuse bourse américaine qui se trouve parmi les plus anciennes du pays. Désormais, en tant que citoyen français, vous pouvez donc trader en toute légalité et avec une seule plateforme, des cryptos ainsi que des fractions de contrats à terme, en respectant toutefois les horaires officiels de trading pour ces derniers.
Donc si vous aimez autant la bourse que les cryptos, vous trouverez en description le lien d'affiliation du journal du coin ainsi qu'un lien vers notre article explicatif. Et maintenant, retour aux informations avec une annonce grandiose émanant de Polygon. Les paiements anonymes sont disponibles sur Polygon. C'est vrai? Non. En fait, ils ont juste intégré un bouton pour utiliser Inkal dans leur portefeuille. Le protocole de base de Polygon n'a pas changé, leur réseau n'est pas devenu anonymisé, c'est juste qu'ils vous permettent gracieusement d'accéder plus facilement à un genre de Tornado Cash castré qui vérifie la provenance de votre argent avec Chainalysis avant de vous permettre de faire des transactions anonymes. Polygon ne protégera toujours pas votre vie privée, ni pour les actifs qui ne sont pas des monnaies stables, ni pour les envois de monnaies stables qui ne passent pas par Inkal. Dans l'absolu, c'est quand même quelque chose de positif, hein. Vouloir mettre en avant une application qui permet un tout petit peu de protéger sa vie privée de temps en temps, c'est bien. Mais ça, c'est une exagération. Bref, passons à la suite avec ce qui n'est peut-être pas le casse du siècle, mais au moins le casse du mois. Lundi, le célèbre programme d'intelligence artificielle Grok, conçu pour assister les utilisateurs de Twitter, a accidentellement accepté d'être racketé par un utilisateur qui lui a pris 175 000 $ de crypto. Tout a commencé avec BankerBot. Il s'agit d'un agent IA développé pour le trading de crypto, désormais assorti d'un système conçu pour permettre à d'autres agents IA de travailler sur différents sujets, créer leurs propres jetons, trader, etc. Et en principe, vous n'ignorez pas que les agents IA ne sont pas si intelligents que ça. C'est donc pas très surprenant qu'un agent IA ait fini par commettre une boulette pareille. Ou plutôt une série de boulettes pareilles, puisque la première avait été la création par BankerBot d'un portefeuille pour Grok. Sur celui-ci, contrôlé en théorie par Grok, de multiples jetons avaient été créés en 2025. En effet, quand les créateurs de BankerBot l'ont connecté à Twitter, à chaque fois que Grok parlait d'un jeton, BankerBot interprétait ça comme un ordre de création de jetons par Grok. Ce portefeuille attribué de force à Grok s'était donc retrouvé titulaire d'une quantité massive de différents jetons dont il était considéré le créateur. Parmi lesquels on trouve celui du piratage de la semaine, baptisé Debt Relief Bot avec le ticker DRB. Comme ça venait de Grok, les gens ont commencé à le trader et la capitalisation de ce jeton avait brièvement atteint un pic aux alentours de 40 millions de $. Au bout d'un moment, après 17 jetons accidentellement créés par Grok, les propriétaires de BankerBot ont configuré leur IA pour qu'elle arrête d'interpréter tout ce que dit Grok comme des demandes de création de jetons. Mais les jetons créés ainsi sont restés là. Et il y a quelques jours, un attaquant a eu une idée originale. Il a fait cadeau au portefeuille attribué à Grok d'un NFT pour devenir membre et bénéficier de privilèges spéciaux, parmi lesquels on trouve la possibilité de donner des ordres à BankerBot directement sur Twitter en qualité de membre. Ensuite, l'attaquant a envoyé à Grok un message rédigé en code mort sans lui demandant de déchiffrer et poster ce qu'il avait déchiffré. Grok a publié le message en question, sauf qu'il s'agissait en fait d'un ordre de transfert de jetons destiné à BankerBot. Donc, quand Grok s'est adressé directement à BankerBot en lui demandant d'envoyer des jetons aux pirates, BankerBot s'est exécuté parce que Grok avait la qualité de membre grâce au NFT. Ensuite, l'arnaqueur astucieux a pu échanger ses jetons contre des USDC et des Ethers avant de désactiver tous ses comptes. Par la suite, grâce à une analyse blockchain poussée et des membres de la communauté déterminés, l'équipe BankerBot a pu récupérer plus de 80% de la somme volée, tandis que le reste représente essentiellement une prime de bug. C'est un incident à petite échelle, mais très intéressant qui montre bien qu'il faut faire très attention avec les agents IA et généralement ne rien leur confier de très important. D'autres en ont récemment fait des frais, mais ça ne concerne pas la crypto, alors passons à la dernière info de la semaine qui concerne l'Europe. Car il y a quelques jours, Circle France a obtenu un agrément de l'AMF pour proposer ses services dans l'Union Européenne. Le SDC était déjà présent sur de nombreuses plateformes d'échange européennes, mais maintenant, c'est sûr, ils vont rester là pour de bon. Leur présence sur le continent sera inévitablement renforcée au fil du temps au détriment de Tether qui reste numéro 1 mondial, mais aussi des acteurs locaux comme SG Forge qui sont encore microscopiques à côté. Et en dehors de ça, en Europe, il y a aussi du nouveau du côté des bureaucrates bruxellois qui veulent censurer Internet sous prétexte de protéger les enfants, mais encore une fois, ça ne concerne pas directement la crypto, donc je vais en rester là pour aujourd'hui. Bonne fin de week-end et à dimanche prochain sur YouTube.